Aucun de mes enfants n'est venu me chercher à l'hôpital. En rentrant chez moi, j'ai trouvé quelque chose qui a tout changé. Voici la décision que j'ai prise ce jour-là. Marguerite, 68 ans, retraitée de l'Éducation nationale depuis 3 ans, veuve depuis 5 ans. C'est ainsi que je me présenterai à quelqu'un qui ne me connaît pas. Mais ce que cette présentation ne dit pas, c'est tout le reste. Les 40 années passées à enseigner le français à des enfants qui ne savaient pas encore lire. Les nuits à corriger des copies sous une lampe de bureau pendant que ma maison dormait. Les économies mises de côté, sou par sou, pour que mes 2 enfants ne manquent de rien. Tout ça, une carte de visite ne peut pas le contenir. Ce matin-là, je faisais mes courses au marché, couvert de moulouse, celui du centre-ville où j'avais mes habitudes depuis 30 ans. Il faisait chaud pour un mois d'avril. J'avais mon cabas au bras. Je choisissais des tomates avec soin comme Pierre me l'avait appris, en pressant légèrement le pédoncule pour sentir le parfum, quand le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je me souviens du bruit de mon cabas qui tombait, des tomates qui roulaient sur les pavés, et d'une voix de femme qui criait quelque chose. Ensuite, plus rien. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans une chambre au mur beige avec une perfusion dans le bras gauche et une machine qui bip-bipait à intervalles réguliers. Une infirmière jeune, aux cheveux attachés haut, ajustait le cathéter, en me souriant avec cette gentillesse professionnelle qu'on développe à force de voir des gens effrayés. Hypotension sévère, madame. Vous vous êtes évanouie. Rien de grave, mais on préfère vous garder en observation 24 heures, peut être 48. Ma première pensée a été pour mon appartement, les fenêtres que j'avais laissées entr'ouvertes. Ma deuxième pensée a été pour mes enfants. J'ai demandé à l'infirmière de m'aider à les appeler. Julien d'abord, mon fils aîné, 42 ans, avocat au barreau de Strasbourg. La sonnerie a retenti 4 fois avant de basculer sur sa messagerie. Sa voix enregistrée, posée et assurée comme celle d'un homme qui a l'habitude d'impressionner, m'a dit de laisser un message. J'en ai laissé un. Maman à l'hôpital, chambre 214, rien de grave, mais appelle-moi. Sophie ensuite, ma fille cadette, 39 ans, responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques à Paris. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était tendue, comme toujours en journée de semaine. « Maman, c'est quoi ce numéro inconnu ?» Je lui ai expliqué. Silence de quelques secondes. J'entendais en arrière-fond le brouhaha d'un open space. « Oh non !»« Tu vas bien? C'est sérieux? » ?»« Non, une hypotension. »« Mais ils veulent me garder cette nuit. » Un autre silence. Puis, « Écoute, je suis en plein lancement de campagne. C'est la semaine la plus chargée de l'année. Mais ne t'inquiète pas, je vais appeler Julien pour qu'il se coordonne. Tiens-moi au courant si ça s'aggrave. Je t'embrasse fort, maman. » Elle avait raccroché avant que j'aie pu répondre. J'ai regardé l'écran du téléphone prêté par l'infirmière, ce petit rectangle froid dans ma main. Je me suis souvenu de la nuit où Sophie avait eu 40 de fièvre à 8 ans. J'avais passé la nuit entière à côté d'elle, une serviette humide sur son front, à lui raconter des histoires pour qu'elle ne pense pas à sa douleur. Je n'avais pas dormi de la nuit. Je n'avais pas hésité une seconde. L'après-midi a passé lentement. Le médecin est venu, a ausculté, a ajusté un traitement. L'infirmière, qui s'appelait Anaïs, repassait régulièrement. Elle avait cette façon de s'attarder quelques minutes de plus que nécessaire, de me demander si j'avais besoin de quelque chose, d'une autre couverture, d'un verre d'eau. Sa compassion était sincère, et c'est précisément cela qui faisait mal. Être plainte par une étrangère quand ses propres enfants ne rappellent pas. Le soir est tombé. Ni Julien ni Sophie n'avaient rappelé. Le lendemain matin, toujours rien. J'ai passé cette 2e journée à regarder la fenêtre de ma chambre, un carré de ciel gris alsacien traversé par des nuages pressés. Je pensais aux années, aux sacrifices que j'avais qualifiés de normalité pendant si longtemps que j'avais fini par oublier qu'ils étaient des sacrifices. Quand Julien avait raté le concours d'entrée à Sciences Po, j'avais payé une prépa privée que Pierre et moi ne pouvions pas vraiment nous permettre. Nous avions réduit nos propres dépenses pendant 2 ans pour ça. Julien était devenu avocat, brillant paraît-il. Il ne m'avait jamais dit merci, pas vraiment, pas du fond du cœur.
Quand Sophie avait divorcé il y a 6 ans, elle était venue s'installer chez moi avec ses 2 enfants pendant presque un an, le temps de se reconstruire. J'avais géré les petits, les réveils, les dîners, les devoirs, les crises de larmes du soir. J'avais mis ma propre vie entre parenthèses sans même y réfléchir parce qu'elle était ma fille et qu'elle souffrait. Elle était repartie à Paris avec ses enfants, requinquée, prête à recommencer. Elle m'avait envoyé des fleurs pour mon anniversaire le mois suivant. Des tulipes en plastique commandées sur Internet. Elles étaient déjà fanées à l'arrivée. Le 3e jour, le médecin m'a signé mon bon de sortie. Il m'a recommandé du repos, moins de sel, de surveiller ma tension. Il m'a demandé si quelqu'un venait me chercher. J'ai soutenu son regard sans ciller. Oui, j'ai commandé un taxi. Il a hoché la tête avec ce détachement clinique qui évite d'avoir à réagir. Anaïs m'a aidé à rassembler mes affaires. Quand elle m'a rendu mon sac, elle m'a serré brièvement la main, les yeux un peu trop brillants. Ce geste m'a traversé comme une aiguille. Dans le taxi qui me ramenait chez moi, j'ai regardé les rues de Mulhouse défiler par la vitre. Les gens pressés sur les trottoirs, les terrasses de café qui commençaient à sortir leurs chaises pour les beaux jours. La vie normale, indifférente, qui continue. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette solitude-là. Ce n'était plus la solitude du deuil, celle que j'avais appris à habiter après la mort de Pierre. C'était une solitude différente, plus nette, plus tranchante, celle d'une femme qui vient de comprendre quelque chose qu'elle refusait de voir. Quand le taxi s'est arrêté devant mon immeuble rue du Sauvage, j'ai payé le chauffeur et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. En approchant de ma porte, j'ai entendu des voix à l'intérieur. 2 voix. Non, 3. En comptant celle de quelqu'un au téléphone. Mon cœur a eu un instant d'hésitation stupide. Peut-être qu'ils avaient organisé quelque chose. Peut-être que leur silence était une façade. J'ai tourné ma clé dans la serrure et je suis entrée. Julien était assis à la table de la salle à manger avec des papiers étalés devant lui. Sophie était debout, près de la fenêtre, le téléphone à la main. Un 3e homme que je ne connaissais pas était assis en face de Julien. Il portait un costume gris et tenait un stylo. Sur la table, entre les papiers, j'ai reconnu les plans de mon appartement. Ceux que le syndic m'avait remis à l'achat il y a 20 ans. Ils n'ont pas entendu la porte s'ouvrir. Julien parlait d'une voix posée, celle qu'il réservait aux dossiers importants. L'estimation est cohérente avec le marché actuel. Avec la localisation et la surface, on est autour de 340. Peut être 360 si on fait quelques travaux avant la mise en vente. Sophie et moi sommes d'accord pour dire que le maintien à domicile n'est plus raisonnable à ce stade. Un établissement adapté à Colmar ou Strasbourg lui offrirait un meilleur encadrement et la vente de l'appartement financerait les frais sur au moins 10 ans. J'ai posé mon sac sur le sol. Le bruit a fait se retourner Sophie en premier. Son visage s'est décomposé. « Maman, tu es déjà sortie ?» Julien et l'inconnu au costume gris se sont levés d'un même mouvement. Julien avait ce réflexe de l'homme qui se prépare à gérer une situation imprévue. Il a commencé à rassembler les papiers, pas assez vite. « Maman, tu aurais dû appeler ? On serait venu te chercher. » Je suis restée sur le pas de la pièce, les bras croisés. Je les ai regardés tous les 3. Dans les yeux de Julien, j'ai vu le calcul. Dans ceux de Sophie, la honte. L'inconnu au costume s'est raclé la gorge. Je suis restée debout, sans m'asseoir. S'asseoir aurait signifié accepter de négocier. Je n'étais pas venue négocier. J'ai dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas tout à fait, une voix plus basse, plus calme que d'habitude. « Il n'y a pas de problème avec l'appel, Julien. Vous étiez visiblement très occupé. Tout comme pendant les 3 jours que j'ai passés à l'hôpital sans une visite ni un rappel. Mais nous reparlerons de ça plus tard. Pour l'instant, je pense que monsieur peut s'en aller. Cette réunion est terminée. » L'inconnu au costume a regardé Julien. Julien lui a fait un signe imperceptible. Il a repris son attaché-case et il est sorti sans un mot. Les jours qui ont suivi ont été une guerre silencieuse. Je n'ai pas crié, je n'ai pas reproché point par point. Je me suis contentée d'agir. Le lendemain de mon retour, j'ai appelé le serrurier pour faire changer les cylindres de la porte. Le surlendemain, j'ai contacté ma banque pour révoquer le virement automatique mensuel que j'effectuais vers le compte de Julien depuis 2 ans
sous prétexte de l'aider à rembourser un emprunt qu'il avait contracté pour sa nouvelle voiture, 800 € par mois, pendant 24 mois. Je n'avais pas osé refuser à l'époque. Il m'avait expliqué que ses honoraires étaient irréguliers, que le démarrage d'un cabinet était difficile. Il avait 40 ans. 3 jours après, il a appelé. « Maman, le virement de ce mois n'est pas passé. C'est un oubli de ta banque? » « Non, Julien. C'est une décision. » Silence. Une décision. Quelle décision? Celle de ne plus financer le remboursement d'une voiture de fonction pour un avocat de 42 ans. La conversation a été courte. Sa voix est passée très vite de la surprise à quelque chose de plus dur, de plus contrôlé. Il m'a dit que j'étais fatiguée, que l'hospitalisation m'avait fragilisée, que ce n'était pas le moment de prendre des décisions importantes. Je lui ai répondu que j'avais rarement eu les idées aussi claires, et j'ai raccroché. Sophie a appelé le soir même. Sa voix à elle était plus douce, plus modulée. Elle savait comment me parler, elle l'avait toujours su. « Maman, je comprends que tu sois blessée pour l'hôpital. On avait tort, tous les deux. Mais tu ne peux pas bouleverser ta vie entière par réaction. Julienne s'inquiète pour toi, moi aussi. Cette hypotension, ça peut recommencer. Si tu vis seule ici et que ça arrive la nuit, il n'y a personne. » Je lui ai demandé où elle était, elle, pendant les 3 jours à l'hôpital, si cette inquiétude pour ma solitude nocturne était si vive que ça. Elle n'a pas répondu. Je l'ai entendu retenir quelque chose. Peut être des larmes, peut être de la colère. « Je t'aime, maman. » C'est pour ça. Je sais, Sophie. Et moi aussi. Mais l'amour ne s'exprime pas seulement en mots. Bonne nuit. Une semaine plus tard, ils m'ont convoqué. C'est le terme exact, même si la forme était plus polie. Julienne m'avait envoyé un message. Réunion de famille importante, samedi à 14 h. Brasserie Le Gutenberg, place de la Réunion. Je veux simplement qu'on discute calmement, avait-il écrit. Pas d'inquiétude. La formule « pas d'inquiétude » m'a mise en alerte. On ne dit pas ça à quelqu'un qui n'a aucune raison de s'inquiéter. Je suis arrivée en avance. J'ai commandé un thé et une part de tarte au quiche. J'ai eu le temps de manger tranquillement avant qu'ils arrivent à l'heure dite, tous les deux, côte à côte, avec des visages sérieux et préparés. Julien portait sa veste de costume. Sophie avait laissé ses cheveux lâchés, ce qu'elle faisait quand elle voulait paraître accessible. Ils se sont assis en face de moi. Julien a posé une chemise cartonnée sur la table. Il a commencé à parler avec la fluidité d'un homme qui a préparé son argumentaire. Il a évoqué mon état de santé, les risques d'une vie seule à mon âge, les difficultés d'un appartement au 3e étage sans ascenseur intérieur, bien qu'il y en ait un. Il a mentionné des établissements de qualité, des résidences seniors autonomes, pas des EHPAD classiques, quelque chose de moderne et de confortable. Il a sorti de sa chemise des brochures, des photos de chambres claires, de jardins bien entretenus, de tables de repas dressées avec des nappes bleues. Et puis, de la même voix calme, il a ajouté « Si tu ne te sens pas capable de prendre ces décisions seul dans l'état où tu es, il existe des dispositifs légaux pour t'accompagner. Une mesure de protection, une sauvegarde de justice dans un premier temps. C'est temporaire, ça peut se lever. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus capable. C'est juste pour que des professionnels t'aident à gérer tes affaires pendant cette période difficile. » Sophie a posé sa main sur la mienne par-dessus la table. Mon fils venait de me menacer d'une procédure de tutelle avec la voix d'un avocat qui présente une clause contractuelle. J'ai regardé sa main sur la mienne. J'ai regardé les brochures. J'ai regardé Julien. J'ai pris une longue inspiration. Tu sais ce que j'ai fait hier matin, Julien? Il a attendu. Je suis allée chez Maître Haussmann, notaire rue du Rempart. Je l'avais appelé la semaine dernière, dès le lendemain de mon retour de l'hôpital. Tu ne le connais pas? Mais moi si. Ton père et lui se connaissaient depuis 40 ans. C'est lui qui a rédigé le testament de ton père et plusieurs autres documents dont vous n'avez jamais eu connaissance. J'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti une enveloppe de papier Kraft que j'avais glissée là ce matin. Je l'ai posée sur la table, entre les brochures. Quand votre père est tombé malade, 5 ans avant sa mort, il savait ce qui allait se passer. Il me connaissait. Il savait que je laisserais faire, que je mettrais tout le monde avant moi jusqu'à ne plus rien avoir pour me défendre.
Alors il a pris des dispositions. Pas pour vous priver de quoi que ce soit. Pour me protéger de tout. Julien a regardé l'enveloppe sans la toucher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai sorti le premier document. Une copie de l'acte authentique établi par Maître Haussmann, daté de 7 ans plus tôt. Une donation entre époux assortie d'une clause d'inaliénabilité temporaire. En langage simple, cela signifie que cet appartement m'appartient en pleine propriété jusqu'à ma mort. Il ne peut être ni vendu, ni hypothéqué, ni mis sous séquestre sans ma signature et mon consentement explicite. Ton père a fait en sorte que même les meilleurs avocats ne puissent pas contourner ça. Et je sais que c'est ton domaine, donc tu vas vérifier. C'est normal. Vérifie. J'ai fait glisser la copie vers lui. J'ai sorti le deuxième document. Et voici le relevé de l'assurance vie que ton père a ouverte à mon nom il y a 12 ans. Elle est alimentée par le capital de sa propre assurance vie qu'il avait souscrite pendant sa carrière. Je suis la seule bénéficiaire. Je suis aussi la seule à pouvoir en disposer de mon vivant. Le rachat partiel, le nantissement, les rachats totaux, tout passe par moi et moi seul. Maître Haussmann en a les originaux et une lettre d'instruction que Pierre lui a remise personnellement avant de mourir. Sophie avait retiré sa main de la mienne. Le silence était épais. Julien avait pris le premier document. Ses yeux parcouraient les lignes avec la rapidité d'un professionnel. Je le voyais chercher une faille, une formulation imprécise, quelque chose à quoi s'accrocher. Son visage est resté neutre, mais ses mâchoires s'étaient légèrement contractées. « Papa savait, a-t-il dit enfin, d'une voix différente, moins assurée. Ton père savait exactement qui il était et qui vous étiez. Il vous aimait, mais il m'aimait plus que sa fierté de père. Et il n'était pas naïf. J'ai remis les documents dans mon sac. Alors voilà comment les choses vont se passer désormais. Mon appartement est le mien, pour le temps qu'il me reste à vivre, et je compte en profiter longtemps. Il n'y aura plus de réunions pour décider de mon avenir sans moi. Il n'y aura plus de virements vers vos comptes. Les visites se feront en appelant avant. Et si un jour vous ressentez le besoin de me voir, pas pour régler quelque chose, pas pour vérifier ce que j'ai ou ce que je fais, mais juste pour me voir, sachez que j'en serai heureuse, mais seulement à cette condition-là. Je me suis levée. J'ai appelé la serveuse pour régler l'addition. J'ai payé ma part et ma part seulement. En sortant, j'ai entendu Sophie prononcer mon prénom. Je me suis retournée. Elle était restée assise, les mains à plat sur la table, les yeux rouges. Julien regardait le premier document sans le voir vraiment. Je leur ai souri brièvement et j'ai poussé la porte de la brasserie. Dehors, l'air d'avril sentait la pluie récente et les platanes. J'ai marché jusqu'à la place du marché et je me suis assise sur un banc. Pas parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais besoin de m'asseoir avec moi-même une minute, de laisser quelque chose se poser. Ce que j'avais ressenti, dans cette brasserie, en sortant les documents de mon sac, ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas de la fierté. C'était quelque chose de plus simple et de plus vaste en même temps. Comme si Pierre était assis à côté de moi sur ce banc, pas comme un fantôme, mais comme une présence. Il avait vu tout ça 10 ans à l'avance. Il m'avait construit une armure et avait attendu patiemment que j'en ai besoin pour que je la trouve. Les semaines suivantes ont été les plus étranges et les plus belles de ces 5 dernières années. Julien a bien vérifié les documents, comme je l'avais prédit. Maître Haussmann m'a rappelé pour me dire qu'un confrère du barreau de Strasbourg s'était mis en contact avec son étude pour demander des précisions sur l'acte. Le notaire lui avait répondu avec courtoisie et fermeté que le dossier était parfaitement établi et qu'il n'y avait rien à discuter. Il avait ensuite raccroché. Quelques jours après cette réunion de brasserie, j'ai commencé à transformer mon appartement. Pas pour le vendre, pour le vivre vraiment. La chambre que j'avais gardée en chambre d'amis pour les visites de Sophie et des petits-enfants, ces visites qui ne se produisaient qu'1 ou 2 fois par an, et toujours sans prévenir, je les reconvertis en atelier. J'avais abandonné la peinture à l'aquarelle après la mort de Pierre, par manque d'envie, par manque de lumière intérieure. J'y ai remis des couleurs. Une vieille amie de lycée, Renée, est venue boire un café un jeudi. Elle a vu les aquarelles fraîches accrochées à sécher sur un fil tendu entre 2 fenêtres et elle a posé sa tasse avec un regard que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Marguerite, tu as recommencé. » « Je recommence, oui. » Renée avait ses propres histoires.
Un fils qui insistait pour qu'elle vende son pavillon de Tannes pour se rapprocher de lui à Bordeaux. Elle lui résistait depuis 2 ans, mais avec culpabilité, avec hésitation. Elle m'a raconté ça ce jeudi-là, comme si mes aquarelles lui avaient donné la permission de parler. Je lui ai dit ce que Maître Haussmann m'avait dit. D'une certaine façon, ta maison est ton espace. Ce n'est pas une question de mur et de mètres carrés. C'est la preuve physique que tu existes pour toi-même et pas seulement pour les autres. Elle est partie 2 heures plus tard, en ayant l'air d'une femme qui a décidé quelque chose. La semaine suivante, René m'a rappelé pour me dire qu'elle avait appelé son fils et lui avait annoncé qu'elle ne vendrait pas. Il avait insisté, s'était énervé, et elle avait tenu. Elle m'a dit « J'ai pensé à toi » pendant tout le temps qu'il parlait. Nous avons commencé à nous retrouver le mercredi après-midi. D'abord René et moi, puis Hélène qui habitait l'immeuble d'en face et que je connaissais de vue depuis 10 ans sans nous être jamais vraiment parlé. Puis Claudette, retraitée de la Poste, qui venait chercher son pain à la même boulangerie que moi. Et Bernadette, 72 ans, qui avait élevé seule ses 3 enfants et à qui son gendre voulait imposer des horaires pour voir ses petits-enfants. Nous buvions du thé, nous mangions des gâteaux et nous parlions de ce que nos familles attendaient de nous, de la façon dont on nous parlait parfois comme à des personnes moins capables qu'avant alors que nous n'avions fait que vieillir. Des choses que nous avions abandonnées au fil des décennies pour faire de la place aux besoins des autres, et de ce que ça faisait de les reprendre. Hélène avait une voix magnifique. Elle avait chanté dans une chorale jusqu'à la mort de son mari et n'y était jamais retournée. 2 semaines après notre premier mercredi, elle s'est réinscrite. Elle chantait maintenant le jeudi soir et revenait avec des joues roses et quelque chose de vivant dans les yeux. Claudette avait commencé à écrire. Pas pour publier, juste pour elle. Elle notait des souvenirs d'enfance, des histoires de son père, qui était mineur en Lorraine. Elle disait que c'était comme récupérer des morceaux d'elle-même qu'elle avait laissés en route. Bernadette avait dit non à son gendre, calmement, sans explication excessive, juste non. Elle avait récupéré ses jeudis avec ses petits-enfants. Nous avons appelé notre groupe le Cercle des Vivantes. Pas les cercles des vieilles, pas le cercle des mamies, les vivantes. Parce que c'est ce que nous étions en train de redevenir. Du côté de mes enfants, les choses évoluaient, mais lentement, comme une plante qu'on a trop longtemps négligée et qui cherche sa façon de repousser. Sophie a appelé un soir de la fin du mois de mai. Pas pour régler quelque chose, pas pour négocier. Elle avait une voix différente de ses habituelles voix fonctionnelles, plus hésitante, plus vraie. « Maman, est-ce que je peux venir ce week-end? Juste toi et moi. Les enfants restent avec leur père. Je voudrais te voir. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le demander, sans tenir pour acquis que je dirais oui, sans présumer que ma maison était automatiquement disponible pour elle. Elle demandait « Bien sûr, Sophie. Dimanche midi, si tu veux. Je ferai un bake-off. » Elle est arrivée dimanche avec une bouteille de Riesling et des fleurs du marché, de vraies fleurs fraîches cette fois, des pivoines roses. Elle avait l'air fatiguée. Nous avons mangé ensemble et au dessert, elle a commencé à parler, pas du tout de ce que j'attendais. « Maman, depuis cette réunion à la brasserie, je n'arrête pas d'y repenser. Pas aux documents, à ce que tu as dit, que tu avais mis tout le monde avant toi depuis toujours. Je savais que c'était vrai, mais je faisais comme si c'était normal, comme si c'était juste ta nature d'être ainsi. Et je n'ai jamais pensé que tu pouvais être épuisé par ça. Je ne t'ai pas demandé une seule fois si tu allais bien, vraiment bien. » Elle a regardé les pivoines dans le vase que j'avais posé au centre de la table. « Quand tu étais à l'hôpital et que j'ai dit que j'étais occupée, c'était vrai, mais c'est surtout que je ne me suis pas posé la question de savoir si c'était grave. Je partais du principe que tu serais là, que tu rentrerais, que tu gérerais, comme tu as toujours géré. Et c'était tellement facile de croire ça que je n'ai pas voulu vérifier. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé finir. Je ne veux pas que tu penses que je t'aime pour ce que tu fais. Je t'aime parce que tu es toi. Parce que tu m'as appris à lire à 5 ans sur les genoux dans le fauteuil du salon. Parce que tu me racontais les étoiles le soir. Parce que tu ris encore avec tout ton corps quand quelque chose t'amuse vraiment. Je t'ai oublié ces dernières années. Pas toi en tant que mère. Toi en tant que personne. Ses yeux s'étaient remplis. Les miens aussi. Mais différemment. Merci, ma fille. C'est ce dont j'avais besoin d'entendre. Je lui ai pris la main
Et on est resté comme ça un moment. Julien, lui, a mis plus de temps. C'est dans sa nature. Il ne reconnaît pas ses erreurs facilement, parce que reconnaître une erreur lui coûte quelque chose, une forme d'image qu'il a construite depuis l'enfance et à laquelle il tient. Mais un dimanche matin de juin, il a sonné à l'interphone. Il était seul, sans chemise cartonnée, sans rendez-vous préalable. Je l'ai laissé monter. Il est entré, a regardé l'atelier reconverti, les aquarelles sur les murs. Il s'est arrêté devant l'une d'elles. Un paysage de vignes en automne que j'avais peint de mémoire, les vignes de la région de Colmar où Pierre et moi passions parfois les week-ends. « C'est toi qui as peint ça ?» Il y avait quelque chose d'authentique dans sa surprise. Pas de la condescendance, de la vraie découverte. Depuis toujours. Tu ne le savais pas? Il a secoué la tête légèrement. Non, il ne le savait pas. Il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas sur moi parce qu'il n'avait pas cherché à savoir. Je n'étais, pour lui aussi, que la mère. Un rôle, pas une personne entière. On a bu un café debout dans la cuisine, sans qu'il s'assoie vraiment, comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait sûr d'être à sa place, mais qui reste quand même. Il m'a dit qu'il avait réglé son emprunt de voiture en contractant un nouveau prêt à sa banque professionnelle, comme il aurait dû le faire depuis le début. Il n'a pas prononcé le mot « pardon ». Julien ne prononce pas ce mot facilement. Mais il m'a regardé en partant avec quelque chose dans les yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quelque chose qui ressemblait à du respect. Pas le respect affectueux d'un fils pour sa mère. Le respect d'un adulte pour un autre adulte. Ça suffisait pour l'instant. Un soir de juillet, assise dans le fauteuil de pierre, une tasse de tilleul sur les genoux, j'ai repensé à tout ce chemin parcouru depuis ce matin d'avril au marché. Ce malaise qui m'avait fait tomber parmi les tomates, ce malaise que j'avais d'abord maudit comme une faiblesse, m'avait finalement rendu quelque chose d'essentiel. Il m'avait sorti d'une torpeur dans laquelle je glissais depuis des années sans m'en rendre compte. On peut s'effacer si progressivement qu'on ne voit plus le moment où ça a commencé. On réduit sa propre présence, ses propres désirs, ses propres besoins pour faire de la place aux autres. Et on finit par croire que cette réduction est une vertu. J'y avais cru. Pendant très longtemps, ce que Pierre avait compris avant moi, c'est que l'amour véritable ne se prouve pas par l'effacement. Il se prouve par la présence, entière, debout, avec ses propres limites et sa propre valeur. En me protégeant juridiquement, il ne m'avait pas seulement donné des papiers. Il m'avait dit, de l'intérieur d'une maladie qui l'emportait, je te vois. Tu as de la valeur au-delà de ce que tu fais pour les autres. Ne laisse personne te l'enlever. J'avais gardé la lettre que Maître Haussmann avait lue ce jour-là dans son bureau. Elle était maintenant dans le tiroir de ma table de nuit. Certains soirs, je l'ouvrais et je relisais les dernières lignes que Pierre avait dictées depuis son lit d'hôpital. L'écriture n'était pas la sienne. C'était une main de notaire, régulière et froide. Mais les mots étaient de lui, sans aucun doute. Tu m'as donné ta vie avec générosité et sans calcul. Je te donne en retour les outils pour que ta vie reste à toi. Sois heureuse, Marguerite, sois entière. Et s'il t'arrive de douter, souviens-toi que tu as été aimée d'une façon que la plupart des gens ne connaissent jamais. J'ai refermé le tiroir et j'ai regardé le plafond dans le noir. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce n'était pas l'absence de Pierre que je ressentais. C'était sa présence, ferme, chaleureuse, fidèle. Le mercredi suivant, au Cercle des Vivantes, j'ai raconté à René, Hélène, Claudette et Bernadette la lettre de Pierre. Pas dans les détails, juste l'idée que quelqu'un nous avait vus, que quelqu'un avait pris le temps de nous construire un filet de sécurité avant de partir. Hélène a dit, très doucement, « On devrait toutes se construire ce filet de notre vivant, pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. » Et c'est ce que nous avons commencé à faire. René a pris rendez-vous chez un notaire pour mettre sa maison à l'abri d'une éventuelle pression familiale. Claudette a ouvert un compte épargne à son seul nom, quelque chose d'entièrement à elle. Bernadette a rédigé un document écrit expliquant ses volontés concernant ses petits-enfants pour que personne ne puisse les interpréter à sa place. Nous n'étions pas en guerre contre nos familles. Nous construisions simplement les fondations de vie qui nous appartenaient vraiment. Mes aquarelles continuaient de se multiplier sur les murs de l'appartement. Une voisine du premier étage m'a demandé si j'accepterais d'exposer quelques-unes à la bibliothèque municipale pour leur cycle culture de quartier. J'ai dit oui. Ça m'aurait semblé absurde 6 mois plus tôt. Pas maintenant.
Sophie est venue un après-midi voir l'appartement et les tableaux. Elle s'est arrêtée longtemps devant un portrait que j'avais fait de mémoire. Le portrait d'une femme aux cheveux blancs, regardant quelque chose hors champ, avec une expression qui n'était ni triste ni joyeuse, juste attentive. « C'est qui ?» elle a demandé. « Je ne sais pas encore », ai-je répondu. « Peut être moi dans 10 ans. » Elle a souri. Un vrai sourire, pas un sourire poli. « Je l'espère, maman. » Pour mon anniversaire, en septembre, ils sont venus tous les deux. Julien avait appelé la veille pour demander si ça me convenait. Sophie avait apporté figues fraîches et du fromage de brebis des Pyrénées qu'elle avait dû chercher dans une épicerie fine. Julien avait apporté une bouteille de Bourgogne qu'il avait choisie lui-même, pas commandée en ligne. Nous avons déjeuné ensemble dans ma salle à manger. Les conversations ont été simples, parfois maladroites, avec des silences qui n'étaient pas encore tous confortables. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans la façon dont il me regardait. Quelque chose de plus direct, de moins automatique. Vers le café, Julien m'a posé une question que je n'attendais pas. Il avait vu les relevés de compte que je lui avais mentionnés à la brasserie. L'assurance vie. La gestion de ma retraite. « Maman, comment tu fais pour gérer tout ça seule? Tes placements, les démarches avec le notaire. Papa s'en occupait avant? Ton père s'en occupait, oui. Et quand il est parti, j'ai appris. Maître Haussmann m'a expliqué. J'ai lu. J'ai posé des questions. On apprend à n'importe quel âge, Julien. » Il a hoché la tête, regardé sa tasse. « Tu pourrais me montrer comment tu gères ça? » Pour moi, je veux dire, je réalise que je ne suis pas aussi rigoureux que je le devrais avec mes propres finances. Je confonds vitesse et précipitation depuis toujours. Il n'y avait aucun calcul dans sa demande. Il y avait juste quelque chose d'humble que je ne lui connaissais pas. La reconnaissance qu'il ne savait pas tout, que sa mère pouvait savoir quelque chose qu'il ignorait. J'ai souri. Je peux t'expliquer, mais pas aujourd'hui. Appelle-moi samedi matin si tu es libre, et on en parle. Il a dit oui. Et il a appelé le samedi matin. Voilà ce que l'évanouissement au marché couvert m'a rendu. Pas seulement mes enfants, différents, plus attentifs, capables de me voir comme une personne entière, mais aussi moi-même. Cette femme qui existait avant d'être leur mère, avant d'être la femme de Pierre, avant d'être la collègue, la voisine, la retraitée disponible. Cette femme qui a des goûts, des couleurs préférées, des chansons qui lui font arrêter ce qu'elle fait pour juste écouter, une façon de regarder les vignes en automne qui est à elle seule. Dignité n'est pas un grand mot. Ce n'est pas quelque chose qu'on proclame. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus quotidien. C'est la façon dont on répond au téléphone quand quelqu'un nous parle comme si on était un problème à gérer. C'est la façon dont on range ses papiers dans son sac avant de quitter une brasserie. C'est la façon dont on achète ses tomates au marché en prenant le temps de les sentir, parce qu'on a le droit d'être là, entière, présente, vivante. Je suis Marguerite Ferrier. 68 ans, bientôt 69. Ancienne enseignante, veuve, mère, grand-mère, aquarelliste, fondatrice involontaire du Cercle des Vivantes, et depuis quelques mois, enfin, sans réserve, moi-même. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle vous réserve une surprise que vous n'aurez pas vue venir.